S'ajuster au temps. Je viens en quatrième séquence de décodeur. La première fois, Blanche Trèbe nous avait parlé de dialectique. Vous vous en souvenez, des figures dialectiques. Et il fallait toujours revenir au réel. Ensuite, j'avais évoqué le débat bienveillant qui nous permettait d'aller creuser ensemble le puits de la vérité. Et ensuite, on a entendu Xavier Mirabel nous parler de la difficulté de s'ajuster au temps, notamment dans les décisions difficiles, et notamment médicales. Et là, je voudrais partager avec vous des pièges qui sont tendus par rapport au temps et pour essayer de pouvoir les déjouer. Je vais commencer par 3 petits exemples de journalistes qui ont très sincèrement posé les questions suivantes. C'était un gars de RTL dans la rue qui m'a dit « Comment vous, qui êtes pour la vie, pouvez-vous contester des techniques qui donnent la vie ?» Et je lui ai expliqué, et puis il m'a reposé la question une deuxième fois et une troisième fois encore, sans que je puisse le convaincre. Ensuite, sur France Culture, un jour, un journaliste m'a dit dans une émission « Monsieur Derville, à partir du moment où 1 million d'êtres humains sont nés de fécondation in vitro, vous ne pouvez plus contester cette technique. » Depuis, il y en a eu beaucoup plus. Je vous dirai ce que je lui ai répondu. Et puis enfin, un ami directeur d'un média m'a dit « Comment un enfant pourrait-il contester une technique sans laquelle il n'aurait pas la vie ?» Alors tout ça, ça fait partie de l'inéluctabilité, nous avait parlé Blanche, et l'idée qu'on n'arrête pas le progrès, qu'on ne revient pas en arrière. Alors 4 techniques. Première technique de manipulation du temps qu'il nous faut déjouer et ne pas utiliser, la technique du pied dans la porte. Voilà, on nous sort un cas limite très émouvant, souvent d'ailleurs manipulé quand on regarde de plus près, et on nous dit voilà, c'est l'exception, on va encadrer cette exception très soigneusement, strictement encadrée, on dit en général, pour nous rassurer. Et puis en fait, ensuite, le cadre dérive au fur et à mesure que la porte est de plus en plus ouverte jusqu'à devenir battante. Exemple de l'euthanasie en Belgique, par exemple. Par petits pas, digue après digue, avec des effets cliqués qui interdisent le retour en arrière, eh bien, la porte est de plus en plus ouverte. Et on conduit des batailles successives autour de ces digues. La réponse, elle appartient à Alfred de Musset, une de ses pièces. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Une porte fermée est fermée, une porte entrouverte est ouverte. Voilà, vous avez raison. La solution, c'est, dans certains cas, montrer que l'exception ruine la règle. En matière d'interdit du meurtre, l'exception ruine la règle. Et si on veut prendre un exemple, imaginons le racisme, par exemple. Nous sommes antiracistes. Est-ce qu'un politique dirait « je suis antiraciste, mais par exception, je vais accepter un acte ou une parole raciste » ? Évidemment, non. Dans cette situation, nous le sommes ou nous ne le sommes pas et on n'accepte aucune transgression. D'ailleurs, lorsque nous avons des débats et que nous restons ancrés sur un point d'ancrage tout en se battant sur une digue, à l'arrivée, je me souviens d'un sénateur communiste qui nous disait au moins votre position a le mérite de la cohérence sur l'embryon en particulier. Parce que sinon, effectivement, c'est des points qui finissent par s'évaporer dans le relativisme. Deuxième technique, la technique du fait accompli. Et là, on nous met devant une situation qui s'impose à nous. Elle est là. Ce sont des enfants nés de gestation par autrui. Et puis attention, ça peut être très douloureux pour nous, ou peut-être pour certains. C'est dans nos familles, c'est aussi dans notre environnement professionnel, c'est autour de nous des situations qui nous obligent de cette manière par une forme de chantage. Et sans que les gens en soient conscients, à accepter, à se taire, à oublier qu'il y a une injustice. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, retourner au réel. Ça demande de garder sa liberté. Il faut avoir beaucoup de liberté pour pouvoir accéder à la vérité. Cette vérité, il ne faudra pas forcément la dire. En tout cas, pas forcément si on ne veut pas blesser inutilement. Peut-être la dire à quelques-uns tout de même. Et intérieurement la garder. Et puis dans certains cas, dans des débats, oser la dire. Revenir au réel, c'est de dire ces enfants nés de gestation par autrui ont subi une maltraitance originelle. Ce ne sont pas des fantômes de la République, comme certains le prétendent, ils ont un état civil, mais la maltraitance qu'ils subissent, ce n'est pas que nous refusions la GPA pour eux, c'est qu'ils ont subi de ceux qui ont été les commanditaires une maltraitance originelle. Voilà. Et donc, je nous renvoie, quand ces situations nous touchent très intimement et que nous sommes devant des faits accomplis, à peut-être un état intérieur, qui est une peine et une souffrance. On garde en soi ce sentiment d'injustice, tout en accueillant avec beaucoup de respect et sans jugement les enfants ou les personnes qui sont concernées. Troisième piège, c'est celui de l'auto-justification a posteriori. Nous sommes tous, êtres humains, coutumiers de nous justifier a posteriori, parce qu'on n'a pas envie de perdre la face par rapport à ce qui s'est passé. Et bien sûr, on n'a pas envie de se retrouver en défaut. Ça nous concerne à titre personnel, peut-être dans nos familles, peut-être dans notre société ou dans notre caste. C'est très difficile d'éviter l'aveuglement collectif. Donc on va biaiser avec la vérité pour ne pas perdre la face.
Alors, dans toute atteinte à la vie, il y a derrière toute atteinte à la vie un mensonge, une manipulation, un déni parfois. Je pense dans les situations d'euthanasie qu'on justifie souvent a posteriori par une belle histoire. En fait, quand on regarde le détail, non, il y a eu des manipulations. Et donc l'important à chaque fois, c'est de revenir au réel, de revisiter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et aller regarder en profondeur sans se laisser abuser par ceux qui racontent des belles histoires ou des histoires toutes faites a posteriori parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de s'auto-justifier. Et il faut avoir par conséquent le courage de faire la vérité. Je pense dans notre accompagnement à SOS Fin de Vie, parfois il y a des personnes qui souffrent de deuil très douloureux après des suicides de proches. C'est sans doute le cas d'un certain nombre d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'il faut justifier a posteriori ce qui s'est passé pour ne pas trahir la personne, le proche qui a eu cette désespérance et qui passe à l'acte? Bien au contraire. Le travail, c'est de bien différencier le passage à l'acte de la personne, de ne pas résumer la personne avec son passage à l'acte. Donc prendre de la distance, respecter en profondeur cette personne et pour autant accepter de récuser cet acte qui ne la résume bien sûr pas et avec tout le mystère qu'il y a autour de ces passages à l'acte. Aimer vraiment une personne, quelle qu'elle soit, ce n'est pas forcément cautionner tous les actes de cette personne et donc bien distinguer les choses pour pouvoir ne pas se laisser piéger par le piège de l'auto-justification a posteriori qui finalement entraîne dans la fatalité et dans des deuils très difficiles à faire. Et puis enfin, c'est peut-être le plus précieux et le plus compliqué, le piège du conséquentialisme. Vous connaissez ce mot conséquentialisme ? C'est un argument qui consiste à dire que on valide un moyen à partir du résultat. Si le résultat est bon, c'est que le moyen est bon. Si le résultat est une vie, c'est que le moyen est bon. Le désir de donner la vie est magnifique, le résultat est une vie, on ferme les yeux sur les moyens, il est bienfaisant par essence. Eh bien, c'est un piège. Voilà. Je dois donc faire une petite différence, non pas forcément cautionner, valoriser, même assumer tous les moyens lorsqu'ils sont injustes, même si les résultats sont bons, voire magnifiques. Vous allez me dire, on juge une œuvre à ses fruits. J'y reviendrai. C'est pas si sûr. Enfin, en tout cas, c'est un piège. Un exemple pour contrer le conséquentialisme. Je suis amateur de jazz. J'aime beaucoup le jazz. En étant amateur de jazz, est-ce que je dois cautionner l'esclavage ? Sans doute, sans le métissage qui a été lié à l'esclavage, notamment aux États-Unis, il n'y aurait pas eu la naissance de cette extraordinaire musique. L'esclavage a été une des causes malheureuses, tristes, injustes d'une magnifique musique. J'aime le jazz, mais je ne cautionne pas l'esclavage. Peut-être dans nos ascendants, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des violences sexuelles. Certains d'entre nous, peut-être, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait beaucoup compte tenu de l'histoire de l'humanité, ont, dans des ancêtres plus ou moins lointains, été bénéficiaires pendant notre vie d'aujourd'hui de violences sexuelles. Est-ce que j'ai besoin, par conséquent, de cautionner des violences sexuelles ? Aucunement. Je ne cautionne aucune violence sexuelle, mais j'assume que je suis peut-être une conséquence lointaine et bien heureuse d'une violence sexuelle. Vous me suivez ? Bon. Alors la solution, c'est assez complexe. Assumer toujours le passé, mais ne jamais cautionner l'injustice. Il faudrait pouvoir peut-être faire une différence entre le regret et le remords. Même dans nos actes personnels. Si j'ai commis une faute qui a eu des conséquences magnifiques, je peux avoir un remords légitime sur cette faute sans avoir envie de revenir en arrière. On n'est pas obligé de désirer de ne pas avoir fait une faute lorsque cette faute a eu des conséquences positives. Et je vous laisse deviner, mais il y a un certain nombre de fautes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement bonnes. Nous sommes bénéficiaires. On n'est pas obligé, ça serait de la toute-puissance, de vouloir revenir en arrière. On n'est pas obligé. Voilà. Alors en conclusion, est-ce que je vous ai bien dit ce que je voulais vous dire ? Parce que j'ai parlé trop vite peut-être, non ? En conclusion, qu'est-ce que j'ai répondu aux 3 questions ? Alors je m'en suis. Pour le gars de RTL, j'ai pas réussi à lui expliquer. Il était toujours à me dire, vous êtes pour la vie, c'est anormal que vous contestiez une technique qui donne la vie. Mais moi, je peux répondre, on n'est pas pour la vie à tout prix. On n'est pas pour la vie au prix de priver un enfant de son père et de sa mère, ou de l'un ou de l'autre, voire des deux, au prix de concevoir des tas d'embryons qu'on va trier, etc. Donc l'injustice demeure et nous ne sommes pas non plus pour la vie si c'est pour transgresser, si ça passe par transgresser une loi profonde inscrite dans notre conscience. Lorsqu'on m'a parlé du million d'embryons nés par FIV, eh bien la réponse que j'ai pu donner à ce moment-là, c'est de dire bienvenue à ce million. Voilà, qui prennent toute leur place sur Terre, bienvenue à ce million. Mais je voudrais tout de même faire mémoire des 19 millions d'embryons, frères et sœurs de ceux-là, qu'il a fallu concevoir, trier, jeter, laisser mourir, entre guillemets, pour que cela naisse. Donc voilà, j'ai peut-être pointé, parce que c'était dans une émission, je ne dis pas qu'il faut forcément le faire ici ou là en famille, ça peut être assez douloureux, mais en tout cas intérieurement faire mémoire. Et puis au directeur de médias qui m'avait dit, un enfant
ne va pas se plaindre d'une technique sans laquelle il n'aurait pas eu la vie. Je lui ai dit, mais alors, s'il est né dans une machine, j'ai poussé le bouchon, s'il est né dans une utérus artificielle, ce qui n'est pas encore existant, hein, s'il a été fabriqué totalement artificiellement, est-ce qu'il n'aura pas le droit de se plaindre d'avoir été privé de l'enceinte maternelle, de la tendresse d'une maman? Est-ce qu'il n'aura pas le droit de demander réparation à la société, d'avoir laissé concevoir la vie dans des machines? Et là, il m'a répondu, je dois vous dire, là, tu as raison. Bon, pour une fois, j'avais été à peu près clair, j'espère l'avoir été avec vous. Mais je reviens sur la question, on juge une œuvre à ses fruits. Oui, bien sûr, mais c'est quoi des fruits? C'est pas l'efficacité immédiate, c'est une question de fécondité. Et il faut voir toutes les conséquences sur la société dans l'enjeu rappelé par Pierre-Yves Gomez du tout est lié. Et on s'aperçoit bien que derrière toutes les techniques qui parfois ont des si beaux résultats, que je ne conteste pas comme beau, la vie humaine, bien sûr, puisque je suis attaché à la vie humaine, il y a aussi des mutations de civilisation qui sont de véritables régressions contre lesquelles nous devons nous mobiliser. Je vous remercie.